Bienvenue à tout le monde. Il y a pas mal de gens, donc nous sommes très contents. Et nous sommes très contents de présenter ce soir les livres de Violette d'Urso, Même les bruits de la nuit a changé, avec Henri De Luca, notre maître et ami. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la Tour de Babel est la librairie italienne de référence depuis 1984. Elle a été fondée par un groupe d'amis, des réfugiés politiques. Et il y a des thèmes là-dessus qui sont aussi évoqués. Il y a un thème, un lien avec les livres de Violette, dont vous parlerez avec Henri. Buona serata a tutti. Alors, ça serait presque une trentaine ou plus d'années que je viens ici dans cette librairie italienne et je n'arrive pas à parler italien. Et ce soir, on confirme. Donc, j'ai été le lecteur de Violette. Le livre m'a plu tout de suite. Et m'a plu tout de suite l'intention de l'écriture de ce livre. Violette parle de son père. Va récupérer les traces de son père. Elle a perdu son père à un âge d'enfance. Et tout à coup, dans les dernières années, a décidé d'aller chercher dans les souvenirs des autres, dans les souvenirs des personnes qui ont été en contact avec son père. Et ces souvenirs se produisent tous pendant un voyage en Italie. L'Italie, c'est l'encadrement géographique de ce livre. Chercher la trace plus évanescente. La trace plus évanescente à chercher, c'est le souvenir des autres. C'est comme chercher l'ombre d'une personne dans le souvenir des autres. Mais l'écriture a cette possibilité mystérieuse de récupérer la physicité du corps, de restituer la consistance humaine et physique, ça veut dire le corps qui a projeté l'ombre sur les autres. On remonte au corps à travers le souvenir des autres. C'est un voyage à zigzag dans la géographie italienne et dans l'histoire des personnes qu'elle essaie de rattraper en rencontrant des réticences, des délusions, des accueils aussi, mais pauvres de souvenirs. Mais elle arrive à extraire quand même quelque chose qui produit cet ensemble de fragments. Comme, qu'est-ce que c'est cet ensemble de fragments? Ce n'est pas un puzzle, avec des pièces, que des morceaux qui se encastrent. Et ce n'est même pas un portrait cubiste, c'est une rencontre, arriver à compléter une rencontre à travers ces passages géographiques. Alors, des fragments par exemple qui regardent son père qui était pour certains jours prisonnier dans la Russie soviétique. Après, il a été soupçonné d'avoir volé une peinture de Caravaggio à Palerme. Ça veut dire que si quelqu'un est soupçonné de voler une peinture, il faut que ce soit Caravaggio au moins. Pas moins que ça. Après, un passage dans la gauche révolutionnaire italienne, historien de l'art aussi, par naissance membre de l'autre société. Ces fragments ont l'air d'être comme le costume d'Arlequin. Mais c'était comme ça, ce XXe siècle. Ce XXe siècle dans lequel j'ai la majorité de mes actions. Je suis un actionniste majoritaire du XXe siècle. C'était comme ça, un siècle qui a, avec son histoire majeure, a écrasé et éparpillé les histoires individuelles. C'était le siècle des plus grandes migrations de l'histoire de l'humanité. C'était le siècle des plus grands camps de concentration de l'histoire de l'humanité. C'était l'histoire des guerres mondiales, qui ont cette spécialité, la guerre mondiale, d'aller chercher les habitants chez eux. Pas faire des batailles dans les champs de bataille, mais directement à domicile, avec les bombardements aériens. Donc, il y a un proverbe russe qui dit que quand on coupe le bois,
les éclats volent. Moi, nous, du XXe siècle, nous sommes des éclats de ce siècle bois coupé du XXe. Elle, Violette, a cherché dans le temps de son père, a voulu le connaître l'époque aussi, au travers des souvenirs, mais même connaître l'époque, remonter à une source. C'est quelque chose qui font certains poissons. Les saumons, les anguilles montent à leur lieu de naissance pour déposer leur futur. Le futur d'un fleuve est à la source. Et ça, c'est le sentiment que regarde Violette dans ce livre. Elle a cherché la source de son père pour pouvoir entamer son futur, son propre futur. Aller à la source pour déposer les œuvres de son futur. C'est un peu le geste qui fait aussi la flèche. Pour bondir en avant, il faut qu'il soit tiré en arrière, avant. Et ce que j'ai aimé dans ce livre est aussi un exercice qui s'est perdu dans les récits modernes. Ça veut dire les descriptions. Dans ce livre, Violette est généreuse parce qu'elle donne des descriptions à l'ancien régime, à l'ancienne époque. On aurait imaginé de trouver une photo de son père. Dès qu'il s'agit d'une vraie histoire personnelle et d'une personne qui a vécu, mais non. Mais non. L'écriture doit être suffisante, doit suffire à l'imagination. Vous savez, le monothéisme commence avec une négation. Vous ne ferez pas aucune image de moi. L'interdit de faire des images de la divinité. C'est interdit. Parce qu'il y avait tout plein d'images des autres divinités, du polythéisme qui était autour, non? De ce petit monothéisme qui commençait dans cet endroit reculé de la Méditerranée. Et donc, la première chose était une chose à moins, aucune image. Mais à travers les mots, on connaît cette divinité. Nous sommes dans une époque où l'image a une espèce de priorité, non? On dit parfois qu'une image vaut plus que je sais quoi, combien de paroles, combien de mots. Non, non, l'image n'a rien à voir avec les mots. Souvent, quand il y a des images et des mots, il y a une connotation, une lutte entre les deux. Parce que l'image prétend que les mots soient une didascalie. Et les mots prétendent que l'image soit une illustration. Donc il y a toujours ce conflit entre les mots. Ici, non. Ici, l'écriture suffit à récupérer l'image de cet homme. Et enfin, plutôt que, au-delà de la description, j'ai beaucoup apprécié le chapitre sur Napoli. Mais dès que son père est d'origine napolitaine, il fallait ce passage sur Napoli. Et alors là, j'ai apprécié une écriture affectueuse regard à cette ville. Parce que les chroniques, les littératures, la narrative, les récits modernes exploitent la légende de la ville. Et tous les Napolitains sont des effets de la cause napolitaine. Des effets comme des éclats, partis dans toutes les directions. Et à la fin, qu'est-ce que je te voulais dire? Ainsi que je ne voulais pas arriver à la dernière page. Ça, c'est une chose que, comme lecteur, m'arrive rarement. Je voulais poursuivre, je voulais quelques pages en plus, quelques géographies supplémentaires. Et c'est pour ça que j'ai pris ce livre en français et je l'ai passé à certains éditeurs italiens pour le faire traduire en italien. Parce que pour moi, c'est un livre italien écrit en français. Et donc, effectivement, il y a eu un éditeur italien, Mondadori, qui a acheté les droits du livre. Et c'est ce passage que j'ai fait qui justifie ma présence ici.
Et maintenant, je vais demander d'abord à Violette de pouvoir dire ce qui s'est passé avant ce livre. Pourquoi? Comme est venu à l'esprit, parce que ce n'est pas l'idée de toute ta vie, de toute enfance, de toute ta jeunesse. C'est venu un moment de ton adolescence que tu as mis au centre de ton projet la reconstruction et la géographie et le voyage sur ces traces. Alors, je voulais, si c'est pas trop violer ton intimité, je voudrais savoir quelque chose de plus sur ça. C'est quasiment impossible de répondre à cette question avec le niveau d'émotion que j'ai là. J'ai l'impression de vivre quelque chose de complètement irréel maintenant. Et surtout de vous voir tous ici, des gens que je connais pas et puis et des gens que je connais depuis toujours et que j'aime. Et merci infiniment. Vraiment, vous n'imaginez pas le niveau d'émotion là. Et j'ai des amis. I also have friends from New York who don't understand anything right now. Thank you for coming. Et merci beaucoup à la librairie italienne. C'est vraiment, non mais vous êtes exceptionnels et j'espère que vous reviendrez tous des centaines de fois ici parce qu'elles font un travail incroyable et c'est des personnes merveilleuses. Merci beaucoup. Je réponds à la question. Je pense que j'ai perdu mon père à un moment qui était assez significatif parce que c'est l'année où j'ai appris à lire et à écrire, donc quand j'avais 6 ans. Et je pense que j'ai l'impression qu'il y a un lien qui s'est fait dans mon cerveau, comme si j'avais appris à faire ça pour vivre, pour réussir à vivre ce que j'étais en train de vivre. Et notamment parce que en plus mon père était très très lettré, il écrivait beaucoup, très bien, avec une très belle calligraphie, avec un très beau ciseau, très beau stylo. Donc je savais qu'il y avait quelque chose qui était important pour lui et c'était comme si aussi lire et c'était rattraper quelque chose que je pouvais plus avoir avec lui. Et je me souviens que vraiment à l'enterrement j'avais genre agrafé des feuilles blanches ensemble et j'avais demandé à des gens d'écrire des souvenirs et que je pouvais pas lire encore, mais je me souviens d'avoir été assez déçue finalement quand j'avais déjà eu un peu la forme de... quand j'avais pu les lire. Et donc en fait je suis restée dans l'idée que c'était mon rêve de devenir écrivaine et qu'un jour j'écrirais un livre avec un personnage qui serait inspiré de mon père parce qu'il était vraiment comme un personnage de roman. Et en fait au moment où ça a été un process très long parce que je pense que j'ai complètement perdu confiance en l'idée que je pouvais faire ça un jour dans ma vie. Mais quand j'ai commencé à l'écrire parce que j'avais vraiment envie de l'écrire et que j'avais l'impression que j'arrivais plus à faire quoi que ce soit d'autre que ça, j'ai commencé à écrire le personnage et en fait au bout de quelques pages j'ai compris qu'il fallait beaucoup plus d'informations pour créer un personnage et que là à ce moment-là c'était pas quelque chose qui pouvait venir de... Enfin, sur ce sujet-là, c'était pas quelque chose qui pouvait venir de mon imagination. Et en fait, l'imagination est venue un peu à défaut, parce que s'il n'y a pas de photos, c'est que c'est aussi un livre qui est très très imaginé, avec des histoires que j'ai souvent un peu réarrangées ou réinventées. Et parce que je suis partie en Italie, et là j'ai appris quelque chose qui a un peu lancé cette quête, mais après finalement ce que les gens me disaient c'était des souvenirs assez lointains et puis les gens généralement veulent pas, et je les comprends, revenir à des souvenirs parfois douloureux ou
ils ont fait leur deuil et ils veulent pas forcément revenir dans le passé. Et donc en fait, j'étais souvent face à des informations qui n'étaient pas très intéressantes pour moi. Et c'est à ce moment-là que, à partir de petits éléments que j'avais et des villes que je voyais, que en fait l'imagination, l'invention a commencé et que j'ai pu écrire à partir de ça. Et en fait, au fur et à mesure, quand même, les histoires où ça me menait, c'était tellement rocambolesque que l'idée d'écrire un livre avec juste un personnage inspiré de lui était plus possible. Enfin, il fallait que je raconte ce que j'étais en train de vivre aussi. Et puis, je pense que j'avais envie de découvrir... j'avais envie de d'écrire un personnage qui découvre ces villes-là, comme moi. Et voilà, c'est comme ça que... Donc, c'est drôle parce que finalement, c'était... le titre que j'ai choisi, c'était une des choses qu'une personne m'a dit de souvenir que j'ai trouvé le plus beau. Quand elle m'a dit, tu vois, même le bruit de la nuit a changé. Et je trouvais que c'était un des plus beaux souvenirs, une des plus belles choses qu'on pouvait me dire. Vu que ça représentait vraiment bien ce que moi j'avais tenté d'écrire. Et en fait, c'est drôle parce que quand j'ai traduit le livre, il se trouve qu'il y avait déjà un titre. Il y avait déjà un livre en italien qui s'appelait Il rumore della notte è cambiato. Donc le bruit de la nuit a changé. Et donc du coup, je me retrouvais sans titre. Et un an après avoir sorti le livre, je devais retrouver un titre. C'était une situation étrange. Et c'est Eric qui a trouvé I ricordi degli altri, ce qui veut dire le souvenir des autres. Et c'est drôle parce que en fait, j'ai l'impression que je passe toute la version française à être énervée contre le souvenir des autres. Et qu'en fait, il est mis en honneur dans la version italienne, donc c'est comme un autre livre. Et puis en plus, c'était quand même un honneur d'avoir un livre titré par toi. Mais dans ces rencontres avec les personnes veulent parler d'eux-mêmes, pas parler d'un autre. Oui. Alors tu dois écarter, faire... Mais finalement, franchement, arriver pour extraire, c'est des séances psychanalytiques. À la fin, il paraît par exorcement, il relâcher le morceau précieux. Oui. Mais finalement, je leur rends un peu rigueur parce que moi-même, j'ai écrit un livre sur mon père qui finalement parle de moi. Donc, j'ai fait exactement le même mouvement qu'eux. Mais oui, c'est vrai que je pense que... j'en parle à un moment, c'était un peu... finalement, qu'ils me parlent d'eux, c'était quand même intéressant parce que j'ai l'impression que ça a créé une galerie de personnages. Et puis, en fait, le fait qu'ils me donnent pas vraiment d'informations, ça a été ma chance parce que ça a évité que... j'avais plus une formation de faire de la recherche avant, mais plus de la recherche académique. Et je pense que si j'avais eu des bonnes informations, je me serais un peu plus lancée dans un truc d'archives. Et alors que là, comme ils me donnaient rien et que j'avais rien à leur rendre, je pouvais prendre un bout de la vie de l'un et prendre un bout de la vie de l'autre et puis réinventer quelque chose, un personnage entier, enfin un peu plus entier. Et donc du coup, c'est une chance que... Mais c'est vrai que c'était... En même temps, ça m'a appris à rencontrer tout un tas de gens différents. Et je pense que c'était la force de mon père, c'est qu'il connaissait des gens complètement différents. Et donc, c'était aussi dur parce que je savais pas où chercher. Je savais pas si il fallait que j'aille à 5h du matin au bar du port ou s'il fallait que je parte dans un grand voyage dans une montagne éloignée. Mais bon, en même temps, c'était tout un tas de personnes différentes. Mais tout est empêché de recourir aux sources les plus utiles. T'es empêché de recourir aux sources les plus utiles, ta mère et ta sœur. Oui.
source directement, là, sans bouger de la maison, là. Bah, je pense que c'était la découverte qui était... je pense la plus angoissante aussi, c'est pas parce qu'on a vécu au plus proche d'une personne que on est la personne qui peut le mieux en parler. Mais en revanche, on le connaît, on sait dire s'il y a une vérité ou pas, mais enfin, je sais pas, c'était intéressant comme finalement des personnes de passage qui l'avaient connu une soirée, avaient un souvenir très précis et pouvaient vraiment m'en parler. Mais je pense que ça a été quand même... Je pense que ça m'a donné quand même une leçon de... Enfin, je pense que ça m'a fait écrire... Enfin, ça me fera écrire encore plus. Parce qu'on a l'impression que les gens qu'on connaît, les situations qu'on vit, on les connaît tellement bien et on est les meilleures personnes... Enfin, qu'on les connaît mieux que personne et qu'on les oubliera jamais. Et en fait, la facilité avec laquelle on perd les mots pour les choses m'a encouragé encore plus à poser des mots sur ce que je vis, j'ai l'impression. Je me le suis expliqué comme ça. Parce que dans la famille, il y a des histoires avec des versions officielles. Et alors on les reçoit telles quelles et on ne peut pas les changer ou les rendre des découvertes. Et donc c'est ça. Dans cet essai de découverte, tu ne pouvais pas te servir les personnes de ta maison. Je me suis expliqué comme ça. Je suis curieux des choses crétins comme à quelle heure tu écris par exemple. Tu écris à la table, tu écris sur un lit comme ça. Des curiosités crétines comme ça, mais vous pouvez faire mieux que ça avec vos questions. Alors j'étais particulièrement tarée sur l'écriture sur cette écriture-là. Je me suis un peu calmée, là j'ai l'impression. Mais là je vivais seule à Marseille et je me réveillais tous les jours vers 5h30, 6h et j'écrivais direct et après je prenais un petit déjeuner et après je réécrivais et généralement vers midi j'avais fini d'écrire et j'arrêtais et je sais pas, je faisais ma vie, j'allais à la plage. Et donc ça c'était un moment génial. Notamment parce que je pense que c'est au moment où j'étais pile dans le rush d'écriture, c'était le moment où j'oubliais que tout mon immeuble se vidait pour que tout le monde aille faire un travail normal, alors que moi j'étais en train d'essayer de construire quelque chose qui me paraissait fou parce qu'aujourd'hui là ça paraît très réel, mais franchement à 20 ans d'expliquer à ses amis et à ses parents genre non mais j'écris un livre c'était un peu compliqué. Et donc du coup, je pense que c'était en partie pour ça de me dire que je m'étais réveillée encore plus tôt qu'eux. Mais non, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même du matin qui est magique. Et j'ai l'impression que oui, plus la journée avance, plus je commence à me poser des questions et à me dire que de toute façon ça fait pas de sens, que c'est absurde de faire ce que je fais et tout, donc généralement ça se dégrade et puis sinon j'écris des trucs un peu clichés, pas d'après-midi pour moi. Et malheureusement pas de nuit aussi, j'adorerais être une écrivaine de la nuit, je trouverais ça cool quoi, mais non, pas de nuit pour moi non plus. Et j'ai aussi passé beaucoup de temps à être énervée par des gens qui parlent trop fort au café alors que c'est leur bon droit parce que genre j'allais écrire beaucoup quand j'étais en Italie j'avais cette espèce d'idée genre ouais j'en peux plus de ma chambre, je vais aller écrire au café et tout et en fait ça a créé une plus grande connaissance de la pop music qu'autre chose je pense et non et puis j'ai écrit un peu partout. Tu es éveillé. Tout éveillé, du lit à la... Direct, ouais. Direct, sans direct. un passage de la cuisine, le café, rien.
Sans café? Rien. Impossible. Rien. Mais genre j'écrivais genre 20 minutes. Et après je m'arrêtais. Et mais je sais pas, plus j'avais... Je pense que c'est plus par angoisse. Je me disais, il faut absolument que je le... Enfin, voilà. Et puis je pense que, je sais pas, je restais dans un... Enfin voilà, je fais plus trop ça. Je veux dire, je fais plus trop ça maintenant. Quand tu as fini ta page, Oui. 20 minutes comme ça, quand tu reviens à réécrire, tu lis la page d'avant ou tu vas sans regarder ce que tu as fait? Bah, j'avais lu que Hemingway disait qu'il arrêtait ses phrases, il arrêtait d'écrire sa phrase au milieu. Ah. Hemingway, tu as dit, ah bah, Oui, non, Hemingway, il est là. Non, qu'il arrêtait d'écrire sa phrase, enfin quand il écrivait, il arrêtait toujours une phrase au milieu parce que sinon c'était impossible de recommencer à écrire, c'était comme être redescendu en bas de la falaise. Et il y a aussi un de mes écrivains préférés qui s'appelle Henri De Luca qui a dit que tous les jours quand on recommençait à écrire, on réapprenait à écrire. Enfin, en tout cas, tu m'as dit ça un jour. Oui. Et donc du coup, je sais pas. Enfin, j'ai évidemment, je me disais que c'était des personnes de bons conseils. Donc j'ai tenté ce truc d'arrêter au milieu de la phrase. Comme ça, il y a juste à finir la phrase et comme ça, on est lancé sur le reste. Parce que sinon, on recommence une phrase et c'est impossible. Et donc du coup ouais, voilà, mais je faisais pas par page. Enfin, je faisais des bouts et plein de bouts et plein de bouts. Et puis un jour, j'ai tout mis ensemble. Un jour, mais en fait, parfois, il y avait des moments où je me disais, ouais, enfin, je réarrangeais tout. Et puis, c'est comme des grands puzzles et je prenais les feuilles et puis je réarrangeais. Et en fait, j'ai créé une chronologie qui est complètement fictive où je dis que, enfin, à un moment, par exemple, l'arrivée à Naples, il y a comme une espèce d'arrivée à Naples qui a abouti à un grand voyage alors que, en fait, c'est la destination que j'avais fait en premier. Et puis Palerme, j'avais écrit alors que j'étais jamais allée. Et mon éditrice, elle m'a dit quand même, peut-être tu devrais y aller, parce que ça se trouve, tu t'es gouré complètement. Et en fait, du coup, je suis allée 3 semaines et j'ai écrit 50 pages sur Palerme, j'étais super inspirée et tout. Et elle les a lues, elle m'a dit que c'était catastrophique. Donc, voilà. Éditrice française. Oui, mon éditrice française. Bon, pour essayer de poser des questions un peu plus intéressantes que les miennes. Alors, la première chose que je vais te demander, que je lis les livres, et comme Henri De Luca, je suis rattrapée. Après, je viens de Palerme, e donc quando ho letto le pagine di Palermo ero orgogliosa, mi sentivo orgogliosa. Ho detto, ah, ma che bella descrizione. Grazie per questo libro. E siccome mi è piaciuto, cioè, la seconda domanda è: hai in progetto di scriverne? Ci sono già in cantiere altri libri? Sì, certo. A cui stai lavorando? Si. Alors, peut-être je réponds. Je peux Puoi rispondere in francese. Posso fare una. Cosa me lanciato? Sì, posso fare una. Sì, ho un progetto, ma già. Un progetto molto più ufficiale. E anche non volevo più. Tipo, avevo preso molto tempo per scrivere e pensare a un uomo importante perché è mio padre, ma adesso scrivo unicamente su delle donne, su delle ragazze, e non so, tipo sarà un progetto lungo e non so ancora quando sarà finito, perché... Alors la question c'était bah déjà elle a beaucoup aimé mes pages sur Palerme. Une bonne description de Palerme. Voilà, imaginaire complètement. Et elle me demandait si j'avais un autre projet d'écriture et je disais que oui, et que je disais que sur ce livre-là, j'avais adoré, mais que j'avais quand même passé mon temps à réfléchir à un homme, et même si c'est un homme important, c'est mon père, mais quand même, et comment il se construit, et pourquoi il agit comme ça, et qu'est-ce qui peut mener un jeune garçon
dans les aventures où dans les situations où il s'est retrouvé et que maintenant j'étais plus encline à travailler sur des femmes et des jeunes femmes beaucoup plus fictionnel aussi, parce que je pense que ce livre ça m'a permis de débloquer quand même, enfin je croyais pas forcément en ma capacité de faire de la fiction et en fait je me suis rendu compte qu'en partant de moments de description réelle, j'arrivais à... Enfin, en fait, en partant de ça, j'arrivais à partir sur de la fiction quand même. Et donc, ce livre est mon support qui me fait croire que je peux arriver à faire de la fiction. Mais je sais pas quand est-ce que ça sortira. Oui, mais je fais des études aussi. Je fais un master de littérature et d'art aux États-Unis, qui me prend un peu de temps, mais qui est super inspirant. Et voilà. Je vis des choses marrantes qui m'inspirent aussi. Pose une autre question de ma part, une autre crétin question. Parce que ce qui me regarde moi, quand j'écris une histoire, je suis complètement débutant. Donc toutes les histoires que j'écris avant ne m'aident en rien. Je suis complètement privé d'expérience accumulée. J'ai aucune expérience. Donc je suis sans appui. J'invente une écriture comme c'était la première. Toi, tu profites de ton expérience Pas du tout. Non, pas du tout. Je relis même d'ailleurs, hier avant de m'endormir, j'ai relu des pages même de livres parce que je me disais, mais je me souviens. J'ai l'impression que j'ai même perdu le souvenir de ce qu'il y avait dedans. Parfois, il y a des gens qui me disent « Ah mais oui, mais ce moment où tu étais à Venise », je me dis « Mais comment tu sais que j'étais à Venise, c'est trop drôle !» Et en fait, ils me disent « Bah, j'ai lu ton livre. » J'ai complètement oublié même ce que j'avais écrit, donc j'ai même pas de notion de... Enfin non, pas du tout. Ça ne m'aide pas du tout. Mais en vrai, non, quand même, ça m'aide de quelque chose, c'est que... Enfin, ça m'aide sur quelque chose, c'est que j'ai l'impression que ça m'a donné l'envie de vraiment faire ça de ma vie, enfin de continuer d'écrire. Et alors qu'avant ça, je me disais que c'était impossible et que j'avais complètement aucune confiance en moi sur le fait que je pouvais écrire un livre et le fait je sais pas si c'est bien, mais le fait que je suis arrivée à un point final et que j'ai réussi à le donner à quelqu'un et que là aujourd'hui je suis face à ça, quand même ça me donne du courage pour le nouveau, mais aucune notion d'écriture. Mais donc, cette fois, tu es en train d'écrire des choses d'autres personnes. Oui. Mais avec un moins narrateur comme de celui-là, tu es le rédacteur d'autres vies. Alors savoir m'est agréable, mais douter l'est encore plus, et donc du coup j'ai écrit la moitié du truc avec un narrateur qui est jeu, et la moitié du truc avec un narrateur omniscient, cours de français, et donc du coup je verrai bien, ça se trouve je garderai les deux, mais pour l'instant je sais pas, voilà, on en est loin quoi, mais ça m'a déjà pris 20 ans de ma vie, ça, peut-être 20 ans dans 20 ans. C'est important l'intention. Oui. Non mais c'est surtout, en vrai j'adore écrire et j'écris plein de choses différentes, mais c'est un projet en soi. Ma ti ha fatto bene scrivere il libro? Ti ha fatto sentire meglio? Sì, penso... È una domanda molto personale. Si, non, mais oui. Donc vous avez compris, elle m'a demandé si ça m'a fait me sentir mieux. Et oui, ça m'a complètement changé la vie même. Enfin, entièrement du tout au tout. Parce que je pense que... Oui, ça m'a fait... En fait, le fait de vouloir construire un... En fait, de vouloir tellement écrire ce livre, plus que tout, ça faisait que j'avais besoin d'informations pour construire ce personnage. Et je pense que j'avais
ça me donnait un peu un bouclier où je me disais mais non mais c'est que des... Enfin, en fait je me prenais toutes ces informations sur mon père, sur ma vie, sur ma famille, sur les villes d'où je venais. Et en fait je pense que j'aurais jamais été capable d'aller aussi loin. Mais comme je construisais un personnage dans ma tête, ça m'a permis de vraiment faire ces découvertes que j'avais besoin de faire, je pense. Et c'est plus après quand il est sorti et que je me suis rendu compte de tout. Mais en fait j'étais déjà arrivée au point où je voulais arriver. Ouais, donc mais oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Là, j'ai appris à parler italien comme ça parce que en fait c'était très bizarre parce que je me sentais très italienne, j'étais très fière d'être italienne, c'était une grande partie de ma personnalité, puis je partais en vacances en Italie et puis voilà, mais en fait j'étais pas si italienne que ça et je le décris à un moment dans le livre, je suis allée en vacances, j'étais invitée à une fête à Rome et je suis allée avec une amie à moi et en fait je me suis rendu compte, j'étais en mode Rome c'est ma ville quoi et en fait je suis arrivée et je savais pas où aller prendre une bonne pizza, je savais pas parler aux gens et je savais tout d'un coup ça m'a fait le choc de me dire mais c'est une imposture complète et alors que là maintenant en fait j'ai l'impression que maintenant je me sens italienne et donc j'ai plus du tout besoin que ça soit une si grande partie de ma personnalité. Enfin, et vraiment j'ai appris l'italien genre je parlais un peu mais genre je savais parler non mais même pas en fait, je savais commander une glace quoi. Mais en fait j'ai fait une rencontre incroyable d'un de mes meilleurs, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis qui s'appelle Théodore et qui est comme un peu le miroir de moi parce qu'il a perdu son père quand il avait 6 ans et il a une mère française et un père italien très fantasque, encore plus fou que le mien je dois dire et en fait lui il avait grandi à Rome et moi j'ai grandi à Paris et vraiment genre on s'est rencontrés, on a appris genre peu à peu genre chacun, la langue mais genre sur un canapé genre ok donc toi on fait ça, tu dis ça comme ça, tu dis ça comme ça et du coup après on m'a présenté des amis et tout et voilà quoi, mais j'ai vraiment appris comme ça. Mais donc j'ai appris au début du livre parce qu'il me disait en fait tu vas pas aller voir des gens qui sont des potes de tes parents et tu sais pas parler italien, c'est la honte et donc du coup voilà. Ti ha fatto poi leggere il libro in italiano? L'ho riletto tutto, ho cambiato molte cose perché c'è tipo molte jeux de mots, jeux de mots e le avevano tradotto. Grazie Violetta. Je voulais ajouter un truc. Non mais enfin je voulais vous remercier et puis après je vais vous laisser sortir parce qu'il fait une chaleur de bête, mais je suis navrée. Et mais en plus en fait j'avais prévu de parler pas que de moi et de rebondir et de parler des livres de Héry, mais donc du coup maintenant je le fais parce que j'ai eu une attaque ad hominem et non mais je rigole. Mais en fait là en relisant donc je suis très émue parce que Héry est un écrivain que j'admire énormément, enfin même l'écrivain que j'admire le plus. Mais en fait avant de faire cette rencontre, je relisais Les règles du Mikado et je trouve ça encore plus émouvant parce que je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais c'est sur une discussion entre une jeune femme et un monsieur plus âgé dans la montagne et puis qui se rencontrent et puis après ils ont une relation épistolaire et en fait je trouvais ça très beau que même si ces livres-là ici sont pas en discussion, qu'ils soient en discussion quelque part parce que c'était ce lien entre une personne qui pourrait être un père et qui pourrait être une fille mais qui le sont pas et en plus, Héry est née la même année que mon père. Et en fait, mon livre en réponse est un livre avec une fille, mais avec un père qui est partout, mais qui est pas là et qui est pas vraiment ça. Et en fait, voilà, de lire ces deux livres, de lire ce livre-là cette semaine et de penser au fait de parler de mon livre aujourd'hui, ça m'a beaucoup émue. Et voilà, je voulais te remercier. Merci. Grazie.
Bravo Magie, elle fait fière de toi. Antica molto vicino a te. Grazie, mi fa molto... Come ti chiami? Maria. Pesto à courgette. È già preso, lo vediamo. Ouais, tu me l'as dit, tu fais petit à petit. Voilà. Paola, bien sûr. Bon, grazie.